On se retrouve sur la chaîne pour accueillir les camarades de Résistance et Solidarité, qui sont une association de solidarité avec le peuple palestinien et avec le peuple cubain. Ils font des actions directement sur le terrain. Ils ont plein de personnes qui vont directement sur les lieux en solidarité avec ces peuples qui sont quand même oppressés par l'impérialisme et plus que ça. Donc on va les mettre en avant. La chaîne, c'est aussi ça. Ça nous permet aussi cette notoriété de mettre en avant ces actions de terrain et ces militants dont on a besoin, parce que tout ce qu'ils font, c'est vraiment très précieux, encore plus dans la période. Donc on va utiliser la notoriété de la chaîne pour pouvoir faire un petit peu de pédagogie sur le conflit israélo-palestinien qui est très mis en avant aujourd'hui avec le génocide et la guerre entre Israël et l'Iran, et même les États-Unis aujourd'hui. Et puis on fera un éclaircissement ensuite sur le peuple cubain, parce que Résistance et Solidarité ont une grosse solidarité, une grosse entraide avec le peuple cubain, donc on va parler de tout ça avec eux. Donc je les accueille, voilà, on vous entend. Salut à tous, salut tout le monde et merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir de passer chez vous, Eh malgré le ben, contexte un peu difficile. donc on a Olivier et on a Myriam. Alors je vais vous laisser vous présenter tous les deux et puis Olivier, toi en tant que président de l'asso, après je te laisserai présenter l'asso et puis après on déroulera ce qu'on a prévu. Mais ouais, on va commencer par votre asso, combien vous êtes, enfin un petit peu, voilà, si vous pouvez donner un peu des informations, comment on peut vous rejoindre, on le redira à la fin aussi. L'idée c'est que vous ayez à peu près 70 000 bénévoles demain qui vous appellent, donc c'est notre objectif. Voilà. Ouais, c'est bien, on est preneur, on est Bah preneur. ouais, parce qu'on a 70 000 abonnés sur YouTube, donc voilà, on veut que tout ce qui vous vienne. Ah, si on a 1% de ça, ce sera déjà très bien, je pense. Mais... Honneur aux dames. Myriam, je te laisse te présenter, puis après Olivier, tu te présenteras, puis tu feras la présentation de l'assaut. Donc moi, j'ai découvert l'association il y a pas très longtemps. Donc je suis membre depuis quasiment un an. Et voilà, enfin bon, j'ai rien de spécial à dire à propos enfin, parce que c'est Olivier qui va présenter quand même l'association. Donc pour présenter un petit peu l'asso, Résistance Solidarité, on est né nous en 2018 et dans le sud, du côté de Marseille. Et c'était le but de mener des actions de solidarité concrètes avec Cuba par rapport au blocus, pour lutter contre le blocus qui est imposé là-bas à Cuba. Et depuis 2021, on travaille aussi avec une ONG partenaire en Palestine, dans la bande de Gaza, qui s'appelle AODA. Alors, c'est pas une association énorme en termes de taille. On a un peu moins de 100 adhérents aujourd'hui. On est essentiellement concentré du côté de Marseille, aussi en région parisienne et avec des petits groupes isolés un petit peu dans divers endroits sur le territoire, par exemple à Cherbourg. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, officiellement, on est une association humanitaire. C'est comme ça qu'on est reconnu par l'État. Sauf qu'on ne fait pas, on va dire, de l'humanitaire au sens charité classique, comme ça peut se faire dans beaucoup d'ONG. Mais le but, c'est de mêler des actions de solidarité concrètes, par exemple de l'envoi de médicaments, avec des revendications politiques, ce que les ONG peuvent appeler du plaidoyer. Nous, en fait, dans un sens, on fait du plaidoyer pour dénoncer le blocus qui pèse contre Cuba. On fait du plaidoyer pour demander à ce que le peuple palestinien il puisse avoir droit à l'autodétermination et aussi que le blocus humanitaire qui est imposé contre la bande de Gaza, il cesse. Par ailleurs, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais le blocus sur la bande de Gaza, il est à un niveau extrêmement dur, il n'y a plus rien qui passe. Mais même avant 2023, il y avait déjà un blocus sur la bande de Gaza et la situation était déjà très compliquée. Depuis 2007, il y avait un blocus contre la On bande va de en parler, ouais. Gaza. Et je reviendrai pourquoi nous, on a fait le lien un peu entre Cuba et la Palestine. Et il y avait aussi une question un petit peu anti-impérialiste, un axe, j'ai envie de dire, États-Unis, Israël, qui s'attaque à des pays plus faibles. Et voilà, on avait envie d'agir un petit peu là-dessus concrètement. Ok, bon bah top. Et bah du coup, on va démarrer en parlant de tout ça justement. Donc bah on parle d'impérialisme en ce moment. Bon, je pense que pour ceux pour qui c'était un peu abstrait l'idée de l'impérialisme, je pense que ça devient malheureusement très concret comme concept. On voit aujourd'hui, hein, on est donc le 23 juin 2025. Les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran, hein. On a fait des réacts d'informations justement sur l'Iran. On ne savait pas où en étaient les États-Unis. Aujourd'hui, ils ont bombardé l'Iran.
L'Iran aujourd'hui vient de riposter en attaquant des bases au Qatar, des bases américaines. Donc voilà, on est vraiment dans une guerre impérialiste où les États-Unis et Israël sont en train d'attaquer le peuple iranien. Et tout ça derrière, il y a toujours effectivement le prisme de la Palestine, hein. On voit bien que c'est un tout petit endroit, mais se joue vraiment la lutte impérialiste à ce niveau-là. C'est un pays qui n'a pas droit d'avoir ce que les autres pays ont, c'est-à-dire un État, qui n'a pas le droit d'avoir l'égalité concrète avec les citoyens en territoire palestinien. Et l'impérialisme le défend à tout prix. On le voit avec ce que fait Israël depuis le 7 octobre, depuis 2023, qui est, on va le dire, un génocide, hein, contre le peuple palestinien. Ils sont en train de le détruire complètement dans la bande de Gaza. Et tout ça est renforcé par la destruction complète d'autres pays autour. Israël attaque non seulement la Palestine, mais attaque aussi plein d'autres pays, le Liban, le Sud-Liban, la Syrie et aujourd'hui l'Iran, avec le soutien des États-Unis. Donc tout ça, ça nous donne une carte globale du Moyen-Orient, mais on va voir que l'impérialisme américain va plus loin que le Moyen-Orient, il est aussi à Cuba. Donc sur la Palestine, on va démarrer. Vous menez des actions de solidarité avec le peuple palestinien, pas simplement depuis 2023 et depuis, on va dire, c'est une guerre qui date depuis 1948 entre le peuple palestinien et le peuple israélien. Vous menez aujourd'hui des actions, pas simplement depuis, on va dire, le réchauffement après le 7 octobre 2023 et le génocide qui est en cours. Vous menez des actions depuis le blocus de Gaza en 2007 suite aux élections dans la bande de Gaza. Voilà. Est-ce que Olivier ou Myriam, vous pouvez un petit peu nous expliquer comment l'assaut milite, mène des actions contre ce blocus et puis nous rappeler un petit peu pour les spectateurs un petit peu comment ce blocus s'est constitué, pourquoi et vous, comment vous intervenez là-dessus. Donc, je le disais tout à l'heure, on commence à travailler avec Gaza en 2021. Et auparavant, on a fait Cuba. Alors, on reviendra sur Cuba tout à l'heure. Mais c'était vraiment déjà cette idée que Cuba subit un blocus. Mais on a un blocus aussi dans la bande de Gaza depuis 2007, en fait, depuis les élections qu'ont vu la victoire du Hamas, les élections en Palestine. Et nous, ça nous semblait déjà, il y avait un point sur voilà, ces blocus dans les deux sens. Et aussi, Israël et les États-Unis fonctionnent vraiment ensemble, c'est-à-dire que, par exemple, quand on prend Cuba, tous les ans à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a un seul pays, enfin il y a deux pays qui votent pour le blocus à Cuba de manière systématique, sont les États-Unis et Israël. Et de l'autre côté, Cuba a aussi développé une solidarité quand même avec le temps, avec les Palestiniens, notamment une solidarité dans le domaine médical. J'y reviendrai peut-être un petit peu dessus, parce que à Cuba, ils forment des médecins palestiniens. Et en 2021, nous, on a pris contact avec une ONG en Palestine, donc qui s'appelle AODA. AODA, c'est une organisation, moi, avec laquelle j'ai été en contact via des militants que j'avais rencontrés pendant les études. Et AODA, c'est une ONG qui est active dans le secteur de la santé dans la bande de Gaza, une ONG palestinienne. Et c'est une ONG qui a été fondée par des militants plutôt de gauche, progressistes, etc. Donc c'est fondé à peu près dans les années 80. Et c'est une ONG qui va gérer 2 hôpitaux dans la bande de Gaza. Un à Jabalia, donc c'est dans le nord de la bande de Gaza, et un à Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza, et qui gère aussi, enfin qui gérait, parce que la situation maintenant elle est un peu complexe, mais qui gérait 6 centres de santé, donc c'est tout ce qui est soins primaires, un peu comme quand on va faire une visite chez les généralistes, et 7 centres de soutien psychologique, notamment pour les violences faites aux femmes, les enfants en situation de détresse. Il faut savoir qu'à Gaza, depuis des années, il y a beaucoup de traumatismes chez les enfants avec les guerres à répétition. Et en 2021, on va mener, nous, une première campagne qu'on va appeler Médicaments pour Gaza, où on va aider à acheter des médicaments pour l'hôpital nord de Aouda, qui est à Jabalia. Donc ça va être des médicaments essentiellement pour la chirurgie et l'anesthésie, aussi parce que c'est un hôpital qui pratique les accouchements et les soins de maternité. Et ça, c'est ce qu'on va faire en 2021. Alors au début, c'est un petit projet, c'est un projet à hauteur de 4 000 euros. Mais voilà, c'est une première, une première campagne d'aide qu'on a menée avec les Palestiniens. Et on savait que c'était une première pierre. Et le but, c'est d'aller au-delà. Et c'est ce qu'on continue de faire, parce maintenant on mène des projets un peu plus importants à Gaza. Mais ça, c'est la première campagne qu'on a menée pour justement aider à acheter des médicaments dans la bande de Gaza. Ok. Et ça, c'était juste après les événements de mai 2021.
Parce en mai 2021, il y a eu 11 jours là de guerre un peu plus intense entre le Hamas et puis Israël. C'était suite à ça ou c'était déjà organisé avant, justement, en solidarité au peuple gazaoui et au peuple palestinien que vous êtes allé? Non, Ouais, vas-y, Olivier. ouais, non, non, c'était vraiment organisé avant. Mm. C'est-à-dire que, en fait, le temps de prendre contact avec des organisations, ça prend un peu de temps. Il y a aussi, voilà, les gens qui nous mettent en contact, des liens de confiance qui doivent se créer, qui on est, etc. Donc, en général, ça prend quand même plusieurs mois à se mettre en place. Et on a commencé à discuter, je pense, fin 2020, j'ai plus tout en tête, mais quelque chose comme ça. Et on l'a lancé en 2021 et on l'a lancé effectivement en mai 2021 de D'accord. manière un peu prématurée parce qu'il y avait, il y avait justement une agression, là, et des bombardements israéliens qui ont duré, comme tu dis, 11 jours. Moi, j'ai plus tout en tête, mais c'était, je sais, un épisode notamment avec, enfin un épisode, le mot il est mal choisi, mais avec le djihad islamique à l'époque, c'était Ouais, ouais, c'était avec le le djihad djihad islamique, islamique. donc ouais, qui est L'intifada un de groupe l'unité, ouais. important. Bah, Ouais, si qui est vous... un groupe qui avait un certain poids dans la bande de Gaza. Effectivement, comme ça a bombardé très fort, ben on s'est dit il faut qu'on lance la campagne de suite. On avait prévu de le faire un peu après, mais c'est là qu'on s'est lancé, ouais. Ouais. En fait, ça a démarré hein, aussi avec des événements en Cisjordanie. Alors, tu peux peut-être nous préciser après, mais on va peut-être laisser Myriam parler si c'est en Cisjordanie ou si c'est à Gaza. Mais il y avait eu une grosse répression en Cisjordanie, etc. Une grosse répression policière. Et effectivement, ensuite, bah, Israël, à chaque fois, finit toujours par bombarder Gaza quand il y a des soulèvements palestiniens. Et comme tu dis, c'est ce qu'on a appelé le mouvement Intifada de l'unité, avec vraiment tous les groupes, dont le djihad islamique, qui était un petit peu moins sous le devant de la scène à l'époque, qui est devenu un peu important par rapport au Hamas avant, qui était moins connu. Myriam, tu veux peut-être dire un mot sur la Palestine? Ben, moi, je parlerai surtout de la marche Ouais. à laquelle j'ai participé récemment, mais je ne sais pas si vous avez fini de faire le tour déjà de Oh. l'action de résistance et solidarité, ou je pars sur la marche tout de suite. Vous me dites, je sais pas. Bah Olivier, C'est comme tu le sens, si tu veux en repréciser des choses. Alors ouais, sur la Palestine, du coup, vous, donc vous avez du monde là-bas et des contacts depuis 2021, tu disais. Aujourd'hui, vos contacts, ils se sont intensifiés, ils sont en Cisjordanie, à Gaza, ou... Enfin, j'imagine à Gaza, c'est compliqué en ce moment, mais tu peux nous détailler ça, ça peut Ouais, être intéressant. nous, l'ONG palestinienne avec qui on travaille, là, AODA, et son ancien nom, c'était l'Union des comités des travailleurs de la santé de Gaza. C'est actif, c'est vraiment dans la bande de Gaza. Et il y avait une organisation à peu près sœur en Cisjordanie qui s'appelait Comité des travailleurs de la santé, quelque chose comme ça. Cette organisation-là, elle a été interdite par les autorités israéliennes il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Les autorités israéliennes ont mené une offensive contre des ONG en Cisjordanie en reprochant des liens avec notamment le Front populaire de libération de la Palestine, etc. Et en Mm. fait, la stratégie de ça, c'était d'empêcher des ONG qui ont une réelle importance dans la société civile palestinienne. Tu as notamment l'Union des comités des travailleurs agricoles, cette organisation sœur en Cisjordanie, enfin, qui est proche de celle avec qui nous on bosse dans la bande de Gaza. Mais du coup, nous, c'est vraiment, on est centré sur la bande de Gaza et AODA est centré sur la bande de Gaza. C'est vraiment des soucis d'organisation pratique parce que les Palestiniens, comme tu vois, c'est coupé complètement géographiquement Cisjordanie et Gaza. Ouais, Ils ont tendance à, pour c'est des fait raisons exprès, pratiques, hein. Mm. à couper les organisations. Effectivement, c'est fait exprès. Ouais. Non, mais tu fais bien de le rappeler, justement, comment la stratégie israélienne, justement, de l'État sioniste, justement, c'est de morceler le territoire palestinien pour qu'il n'existe jamais sur le plan étatique, administratif, et donc le tuer à petit feu. Ça peut être intéressant que tu précises ça, comment ça s'incarne, justement, même au sein des ONG, c'est-à-dire les ONG ont du mal à pouvoir mener des actions de terrain d'aide là-bas, et donc ça tue en plus la solidarité internationale, ce morcellement de l'État palestinien. C'est une vraie stratégie de l'État sioniste pour empêcher l'existence même de l'État palestinien et la solidarité avec ce dernier, quoi. Ouais, et tu as une attaque systématique en fait des ONG. Là, je t'ai parlé des 6 ONG qui ont été ciblées en Cisjordanie, mais en plus, l'Union européenne, qui est quand même pas une organisation bolchevique, avait dit Non. que les accusations du gouvernement israélien étaient absolument infondées. Et en fait, tu as vraiment du dénigrement systématique. Alors, on sait aujourd'hui, enfin,
depuis pas mal de temps, mais c'est de plus en plus visible que le gouvernement israélien, il est dans la rhétorique permanente du mensonge et avec le but d'assécher systématiquement les financements des ONG palestiniennes, quoi. En Cisjordanie, ça a été beaucoup fait et aujourd'hui, en fait, c'est fait dans la bande de Gaza. On le voit bien même par le blocus humanitaire, hein. Israël est en train complètement de reprendre totalement la main sur ce qu'ils appellent de l'humanitaire. En tout cas, le piège qui tendent aux Palestiniens avec les distributions alimentaires dans lesquelles les Palestiniens se rendent pour se faire tirer dessus. C'est monstrueux, hein, enfin. Et aujourd'hui, il y a une vraie stratégie de découragement. Vous, par exemple, vos militants, quand ils essayent de rentrer sur le territoire palestinien, ils doivent passer par Israël, j'imagine. Et du coup, enfin, il y a une stratégie d'agression de vos militants, vos membres de l'assaut quand il faut aller là-bas. Enfin, comment vous êtes traités du coup? Ça peut Alors, être. nous, on n'est pas rentré directement, en tout cas pas Ok, encore. On travaille que en lien avec les Palestiniens qui sont là-bas. Donc, en ok, fait, c'est un travail à distance de communication, etc. Mais donc, nous, on travaille vraiment avec les Palestiniens là, qui sont sur place, le personnel de AODA. L'idée, c'est quand même un moment d'y aller, voilà, quand on aura la possibilité et on va voir aussi comment la situation elle évolue. ok. Bon, là, j'imagine qu'effectivement, c'est compliqué. Et eux, aujourd'hui, quel témoignage ils vous donnent? L'effet, on va dire, de la tentative de génocide ou du génocide en cours contre le peuple palestinien, ils voient un effet de solidarité, ils voient que la solidarité diminue. Comment eux, ils vous remontent un peu les informations du terrain, quoi? En fait, la solidarité, il y a une solidarité qui se manifeste. Enfin, nous, on communique en fait avec eux sur les actions aussi qu'on mène. La solidarité, ils la voient, mais comment dire? Elle est malheureusement, elle passe plus. Alors, tu vois, tu as une solidarité qui est financière. Par exemple, AODA, ils reçoivent beaucoup plus de dons que ce qui se recevait, avant 2023. Mais finalement, la situation, elle est tellement catastrophique Ouais, que, l'idée, c'est pas est-ce qu'on va donner beaucoup d'argent? Aujourd'hui, c'est vraiment, un combat politique, quoi et c'est comment, en fait, on stoppe le génocide en cours et ça passe après par, tout ce qui est la politique, c'est-à-dire la pression sur nos gouvernements, le fait de rompre les accords qu'on a avec Israël. Il faut isoler Israël sur la scène internationale. Enfin, après, ça se passe à un autre niveau. Donc, tu as de la solidarité, mais eux, en fait, là, on est à un, comment dire, à un degré d'apocalypse, en fait, sur place. Et peut-être, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais la plupart de leurs infrastructures à Oda, elles sont par terre, quoi. Et ça, je pourrais en parler un petit peu. ouais, bah, Et il y a le directeur qui est détenu, non? Qui a été arrêté aussi, de l'hôpital. Je sais pas si tu veux pas en dire un mot? Ouais, ouais, on va en dire un mot. Mais après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler là-dessus. Mais on voulait aussi parler justement de comment on milite ici chez nous. Et notamment, si tu veux parler de la marche, Global March to Gaza, Myriam ou Olivier, si vous voulez en parler. Parce qu'il y a effectivement ce réseau de solidarité. C'est ça que je voulais faire préciser. Il y a des liens directement avec la AODA, des réseaux de solidarité. Mais il y a aussi des mouvements qui se créent en Europe de solidarité. Malheureusement, on fait ce qu'il y a à nos moyens. Vous avez participé à une marche là, Global March to Gaza. Peut-être vous pouvez en dire un mot pour que les gens comprennent ce que c'est et voir comment ça peut les intéresser. Global March to Gaza, c'était un mouvement international qui s'est constitué autour, principalement du refus de l'inaction des gouvernements, du silence de tous les États. À un moment, on s'est dit, on ne peut pas rester sans rien faire et que si les gouvernements ne veulent rien faire, il reste les citoyens, il reste nous pour se lever, marcher et agir. Enfin, moi, je sais que personnellement, en tout cas, ça faisait vraiment des mois que je sentais vraiment l'urgence d'un mouvement citoyen, purement citoyen, qui ne devait rien à aucun gouvernement et qui manifestait une solidarité internationale, transnationale, ce qu'on veut, mais vraiment un mouvement horizontal du monde entier qui exprime sa solidarité et son refus d'être complice et coupable finalement par notre silence. Donc quand j'ai vu que ça se mettait en place, j'ai pas hésité 30 secondes. Pour moi, c'était vraiment ce que j'attendais depuis de longs mois. Donc voilà, ça s'est organisé. Il y avait, je pense, une cinquantaine de délégations. Je n'ai pas le nombre exact parce qu'après, les contacts se sont un peu effilochés et qu'on n'arrivait plus trop à communiquer, en tout cas Donc sur c'était les où du noms. coup? Ben, ça s'est fait dans chaque pays, il y a une Hmm. délégation qui a pris en charge de regrouper donc les personnes qui voulaient participer à cette marche. On devait donc tous se retrouver au Caire. Il fallait être là-bas le 13 juin au matin pour partir dans des bus qui étaient donc préparés par les différentes délégations pour se rendre tous ensemble à El Arish, qui est
À peu près à 350 kilomètres, 300 ou 350 kilomètres du Caire, en direction de la frontière de Rafah. Et donc, une fois à El Arish, de continuer la route à pied pendant 3 jours, en manifestation de solidarité et en revendication, un peu comme disait Olivier, donc une sorte de plaidoyer en action, quoi, pour dire, stop génocide, ouverture du couloir humanitaire, voilà. Donc ça, c'était ce qui était prévu, mais sauf que les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Parce qu'on s'est rendu compte, dès les toutes premières minutes, en fait, et souvent même avant même d'arriver au Caire, qu'on était attendus, un peu comme des terroristes. C'est une inversion totale, quoi, des rôles, et qu'on était traqués, qu'il y avait, un déploiement policier assez impressionnant pour, empêcher la marche de se faire et voire, arrêter, expulser, interroger plusieurs d'entre nous qui ont été, après, je ne sais pas sur quels critères ils décidaient d'arrêter l'un et pas l'autre, mais je sais qu'il y a des gens qui, dès l'aéroport, ont été D'accord. arrêtés, ont vu leur passeport confisqué et se sont vus renvoyer après quelques heures au commissariat, qui se passait plus ou moins bien, qui se sont vus expulsés et revenus en France. Donc ceux qui sont restés, on s'est retrouvés à se cacher dans des hôtels, on n'osait plus se regrouper, on n'osait pas, je sais pas, se rassembler dans un café. Dans les hôtels, on savait que les réceptionnistes, avaient l'ordre de communiquer tous les passeports des personnes qui arrivaient, des Européens et surtout, en fait, des Occidentaux, mais d'origine maghrébine. Ils étaient vraiment particulièrement, pourchassés. Le 13 au matin, on devait se retrouver dans un hôtel pour prendre les bus et en fait, vu comment ça se passait, les organisateurs nous ont tout de suite dit: «Non, il va pas y avoir de regroupement de bus parce que c'est évident qu'on va se faire tous, arrêter». Je veux dire, ça allait trop attirer l'attention, donc ils nous ont dit: «Rendez-vous à Ismaïlia», qui est, à peu près au tiers du chemin entre, le Caire et El Arish, donc où devait nous emmener les cars. Donc on se débrouille pour se rendre par nos propres moyens jusqu'à cet endroit, qu'à cet endroit, il y aurait un campement qui nous attendrait et qu'à partir de là, on reprendrait le programme initial. Bon, une fois de plus, on s'est rendu compte que ça se passerait pas comme ça. Entre Le Caire et Ismaïlia, il y avait 2 gros checkpoints. La plupart d'entre nous ont été refoulés dès le premier. Après aussi des arrestations arbitraires massives. On nous forçait à descendre de voiture, prenait nos passeports, voilà, on nous faisait attendre des heures sans explication, certains ont vu même leur téléphone retiré Ouais, c'était et au deuxième. un harcèlement policier, quoi. Ouais, quelque chose comme Ah oui, ça. oui, Mmh. oui, complètement, Mmh. Mmh. complètement, et les personnes qui sont arrivées au deuxième checkpoint, c'était beaucoup, beaucoup plus violent parce que là, il y avait des scènes, où ils ont été tabassés, où ils ont été, enfin, il y avait même des gens en civil. Bon, beaucoup de gens ont cru que c'était de la population égyptienne, mais en fait, c'était des mercenaires qui sont payés dans des périodes de crise comme ça par l'armée égyptienne. On m'a raconté qu'ils sont payés 200 guinées par jour pour venir tabasser, qu'on les droguait, pour venir tabasser tout le monde. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez vu sur Ouais, ouais. pas mal de vidéos qui ont circulé sur les réseaux, mais c'était d'une violence assez incroyable, quoi, assez inouïe. D'autant plus que notre marche, on n'était pas armés, on n'était pas, on n'avait aucune revendication qui risquait de près ou de loin de menacer la sécurité intérieure égyptienne, parce que c'était ça le prétexte en fait pour expliquer qu'on ne devait pas se regrouper, qu'on n'avait pas le droit de se rassembler, et cetera. Donc tout le monde est revenu et voilà, la marche était avortée dans l'œuf, quoi. Donc on est revenu dans les hôtels, les rafles ont continué même, jusqu'au la plupart des gens avaient pris leur billet pour le 19 ou le 20 et OK. donc ne pouvant pas les changer, on était obligés d'attendre, mais bon, c'était pas, je veux dire, on attendait toujours en se cachant et là, par exemple, il y a 7 de nos camarades du groupe direct avec qui j'étais qui se sont fait embarquer, le 19 au soir. Donc vraiment, c'était ça, ça a continué jusqu'au bout. Et les descentes se faisaient dans les chambres d'hôtel, carrément. On n'a rien pu faire, en gros, en fait. Mais je pense que le mouvement qui s'est mis en place, est quelque chose d'assez extraordinaire en soi, c'est-à-dire d'avoir des citoyens qui viennent de partout, sans aucun mot d'ordre, politique, gouvernemental, étatique, qui se retrouvent dans un coin du globe, mais vraiment venant des 4 coins du monde. Il y avait des gens qui venaient du Canada, il y avait des gens qui venaient de La Réunion, vraiment de partout et qu'entre nous, on décide d'agir. Je pense qu'il y a quelque chose de fort qui s'est mis en place et que,
Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler et vraiment construire cette espèce d'internationale citoyenne que personnellement j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Voilà. Parce qu'il y avait une convergence quand même entre la flottille, la caravane Soumoud qui est partie du Maghreb, Libye, Algérie, Maroc, Tunisie, et qui s'est élancée de Tunis et qui a été stoppée, elle, à la frontière entre les deux Libyes. On a créé des contacts aussi avec eux, et je pense que voilà, qu'on va reconstruire quelque chose. Pour moi, on n'a pas le droit de rien faire, donc et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me trouve à Bruxelles pour, le sit-in qui a eu lieu devant le Parlement européen, où est renégocié l'accord, d'association entre l'Union européenne et Israël. Ok. Peut-être dire un mot Voilà, là-dessus pour le demander sur cet accord d'association. En tout cas, ce qu'on voit juste avant que tu développes, on voit vraiment que, et c'est une bonne chose, il y a un mouvement mondial, hein, une conscience internationale, humaniste qui se met en place et que bah, c'est le revers de la médaille. Les génocidaires, les impérialistes essaieront de le tuer par les méthodes les plus, comment dire, bah, les plus violentes, les plus policières, les plus militaires. Enfin voilà. Et c'est aussi pour ça que bah, on est là en train d'essayer de mettre ça en avant. Tu peux peut-être parler un peu, ouais, Myriam, de Bruxelles, justement, du sitting qui est en ce moment, si les gens suivent ça. Donc il y a une renégociation de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Vous savez que l'Union européenne est très alliée avec Israël. Là, ils sont en train de douter. C'est pour ça qu'il faut des militants justement pour pousser les revendications anti-génocidaires et pro-palestiniennes. Je te laisse développer là-dessus, Myriam, qui est en direct Ben, de Bruxelles. malheureusement, je trouve qu'on n'était pas assez nombreux. Moi, j'espérais qu'on soit vraiment beaucoup, beaucoup plus nombreux, mais bon, c'était déjà pas mal. Je ne sais pas chiffrer parce que je n'ai pas du tout l'habitude d'évaluer le nombre de personnes dans des manifestations, mais d'après ce que j'ai demandé un peu à droite à gauche, je pense qu'on devait être quand même 1500. Et voilà, c'était vraiment pour dire la même chose, pour dire non au génocide, pour dire arrêtez d'être complices, arrêtez d'alimenter Israël en armes. Voilà, pour, demander le boycott, pour demander des sanctions et je veux dire, voilà, la fin du 2 poids 2 mesures, revenir un tout petit peu quand même aux fondements, du droit international qui est quand même, bien Ouais. bafoué. C'est le moins qu'on Même s'il n'existe pas trop aujourd'hui, c'est sûr voilà. que bah, on n'a pas grand-chose au quoi se raccrocher. Et au moins, ça délégitime totalement en droit ce que fait Israël, même si on sait que... On voit bien que le droit international n'est là qu'en temps de paix, dès qu'il y a de la guerre, dès qu'il y a des intérêts impérialistes. On va peut-être en parler ensuite, mais on voit que Oui, mais ce aujourd'hui, il passe droit-là n'est largement que... l'usage de la force. Mm, Il est bien derrière l'usage de la je veux dire, on l'a bien vu quoi, exactement. en Iran, par exemple, ce qui se passe en Iran, Ouais. Vous avez un petit peu, peut-être, Olivier, des retours de vos camarades palestiniens? Très honnêtement, moi, ces derniers jours, moi, j'ai pas eu d'échange. Donc là, je saurais pas te dire. Après, la plupart du temps, c'est qu'on échange de manière, très pratique. C'est-à-dire que, en fait, on sait aussi qu'ils sont surchargés et les communications là-bas, bah, parfois, elles passent pas, parfois Israël, les coupe. Donc en fait, pour dire la vérité, on va souvent sur des trucs très pratiques, des aspects très pratiques sur, comment aider, qu'est-ce qu'on peut faire, quel argent on a de disponible. Et c'est beaucoup comme ça qu'on fait. Et en fait, dans la période de guerre, on sait que là, il faut pas surcharger les communications. Et ben, on espère à un moment pouvoir voilà, avoir le temps de plus échanger. Mais sur les derniers événements qui sont passés, on n'a pas échangé, nous, avec nos camarades à Gaza. Par contre, je voulais juste revenir sur un truc, sur ce que disait Myriam, parce qu'on a trois camarades là qui sont allés à la Global March pour Gaza. Hmm. Et déjà, je voulais leur dire bravo, parce que c'est des camarades qui sont partis de Paris, qui sont partis au Caire, etc. Et vraiment, la répression de l'État égyptien était incroyable. Et c'est vraiment l'Égypte, en fait, depuis Sadat, quoi, qui est allié avec Israël. Et c'est vraiment ce qu'on a vu, quoi. Ils ont fait vraiment tout pour empêcher la marche. Nous, on a une camarade qui s'est fait confisquer le passeport. Il y en a qui ont dû abandonner leur sac de couchage dans les aéroports pour pas être suspectés de participer à la marche parce qu'ils avaient des affaires de camping, les descendre dans les hôtels. Enfin, c'était vraiment fou. Israël veut des régimes qui lui soient soumis dans la région. Et c'est ça qui est en train de se passer. Moi, j'ai absolument aucune sympathie pour le régime iranien. Mais ce que Israël veut faire, ils sont prêts, on voit bien, hein, il y a certains médias qui mettent en avant le fils du Shah d'Iran, ils sont prêts à mettre une autre dictature, mais juste qui va les soutenir, un peu comme l'Égypte a un État policier. On est vraiment en fait dans cette logique-là,
international où Israël et les États-Unis, c'est le vieux projet qu'il y avait déjà chez le fils Bush du Grand Moyen-Orient, avec des États au Moyen-Orient qui sont complètement soumis à la politique états-unienne et israélienne. Et c'est un peu, en fait, on est sur cette logique-là, quoi, actuellement. Mais t'as raison, en plus, l'Égypte qui est à la frontière depuis sa date est complètement alignée sur les intérêts d'Israël. Et malgré justement la chute de Moubarak était lui-même très aligné. Malgré le printemps arabe et la chute de Moubarak, on voit que Sisi, etc., ont continué cette politique anti-palestinienne et empêchent justement la solidarité avec le peuple palestinien à partir de leurs frontières. Excuse-moi Myriam, je t'ai coupé, mais je te laisse Non, la non, je parole. voulais dire, pour rajouter à ce que Olivier disait, que Netanyahou l'a carrément dit qu'il comptait redessiner, enfin, qu'il allait recomposer, qu'il était dans un projet de recomposition du Moyen-Orient. Donc, et je pense que même ce qui s'est passé en Syrie n'est pas étranger à ce projet de recomposition, dans la mesure où je pense que, bon, là aussi, c'est un peu comme tu disais, Olivier, pour le régime des Mollahs, le régime de Assad, c'est sûr qu'on va pas verser une larme quoi, sur le régime de Assad qui tombe. Mais en tout cas, on n'a peut-être pas encore assez de recul pour l'analyser, mais je pense que ça fait un peu partie aussi de ce projet de redessiner un Moyen-Orient favorable au projet israélien. Bah, ce qu'on Et voit que pour ça faisait l'instant. partie aussi, que c'était aussi une des étapes de l'affaiblissement de l'axe de la résistance, je pense. On on est d'accord. Je me On voit trompe, qu'aujourd'hui, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a ces tentatives-là. On ne sait pas trop en Syrie, c'est compliqué, hein, et puis il faut se mettre à la place aussi des ouais, populations ouais, locales. on n'a pas. On voit des résistances en Syrie et on voit que Israël continue de bombarder beaucoup la Syrie. Donc on voit vraiment, on n'a pas du tout un gouvernement qui est dans les mains israéliennes aujourd'hui. Et on le sait, hein, s'ils n'ont pas d'alliés directement ou de dictatures qui vont dans leur sens, ils préféreront détruire complètement des régimes étatiques, c'est-à-dire empêcher toute autonomie étatique et populaire des États, c'est-à-dire les détruire comme ils ont détruit l'Irak, comme ils ont détruit la Libye avec l'aide complice et même à la tête de la France. Donc on voit qu'ils sont dans cette partie-là, c'est-à-dire soit mettre des dictateurs dans leurs mains, soit vraiment complètement saccager des peuples et des États pour pouvoir être, on va dire, la seule force de la région. Et votre témoignage, je le montre. Hein. Enfin, là, aujourd'hui, le peuple palestinien est en train d'être totalement détruit. Et effectivement, bah, avec la destruction du peuple palestinien par le génocide, l'idée même d'un État palestinien sera détruite avec. Quoi. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Ouais, ouais, non, je partage ce que tu dis et aussi dire que quand tu dis Israël est la seule puissance de la région, c'est qu'aujourd'hui aussi Israël est la seule puissance nucléaire de la région, ce qui pose quand même un problème de sécurité pour les États qui l'environnent. Et ça, il faut le dire. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'Iran n'ait pas la bombe nucléaire, mais à ce moment-là, il faut qu'Israël n'ait pas la bombe nucléaire. On ne peut pas être sur des déséquilibres des rapports de force. Il faut que les gens au Moyen-Orient, les peuples au Moyen-Orient, ils soient à égalité. Et ça, dans les médias, on n'en parle pas du tout, mais le fait qu'Israël ait la bombe nucléaire, ça pose quand même aussi beaucoup de questions. Et la France et les États-Unis. Et en fait, la traité de non-prolifération devrait commencer par les impérialistes, en fait. Et c'est eux qui devraient d'abord démanteler. Mais on voit bien que cette stratégie impérialiste de la bombe nucléaire, c'est effectivement de faire en sorte que certains l'aient et d'autres ne l'aient pas, justement pour pouvoir imposer sa puissance. Donc les traités de prolifération ne sont pas des traités de démantèlement du nucléaire militaire dans les pays impérialistes qui posent problème. On le voit avec les États-Unis, on le voit avec la France, qui sont des grands pays impérialistes. Mais effectivement, dans la région, l'hypocrisie est encore pire quand on sait que Israël fait semblant de ne pas l'avoir alors que tout le monde sait qu'elle l'a eu avec la complicité de l'Occident et qui donne aujourd'hui des leçons à l'Iran qui aujourd'hui n'a jamais ni montré de capacité à faire exploser une charge nucléaire, ni même montré la capacité d'avoir la balistique pour l'envoyer. Donc c'est vraiment une honte. Je suis même pas sûre qu'Israël soit signataire du traité de non-prolifération en plus. Ils ne sont pas. Hein. Je Ah non, Ils non, ne ils sont sont... pas. Donc ils ont la bombe et ils sont pas signataires, donc c'est encore pire, quoi. Mm. Mais par contre, ils empêchent l'Iran de pouvoir avoir cet accès qu'eux ont eu. Quoi. Voilà. C'est toujours Voilà, tout à fait, tout à fait. typique. C'est-à-dire, on a la bombe et on veut aucune restriction, quoi. Voilà. C'est ça. On va revenir un petit peu à vos actions, résistance et solidarité. Vous avez fait une campagne de solidarité de construction d'un hôpital de campagne à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Vous pouvez peut-être dire un mot là-dessus, Olivier, du coup? Parce que c'est un petit peu Ouais, peut-être la dernière grosse action sur laquelle vous êtes.
Ouais, donc ça, c'est, ce dont on a parlé là tout à l'heure, c'était ce qu'on a fait avant en fait 2023 et ça, la participation à la construction de l'hôpital de campagne à Nussérat, c'est en lien avec ce qu'on a fait depuis octobre 2023 et nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le 8 octobre 2023, AODA, notre, ONG partenaire, ils envoient en fait un appel d'urgence à tous leurs partenaires en disant que, bah, voilà, ils croulent déjà sous les bombes et qu'il y a un afflux énorme de blessés dans les hôpitaux, etc. Et qu'en fait, ils vont avoir besoin d'appui. Et on s'est réunis avec les camarades, je crois qu'on a fait une réunion, c'était le 8 octobre au soir ou le 9 octobre au soir. Et on s'est dit, bon, bah, vu la situation, on va relancer une grosse campagne de solidarité. Et là, on a réussi à récolter pas mal de fonds. Alors les camarades de l'association, ils se sont bien démenés. On était sur les marchés, dans les manifestations. On a fait des événements de solidarité pour collecter des fonds. Et on a collecté une première tranche, on va dire ça comme ça, de 23 000 euros. Et ces 23 000 euros-là, on les a engagés donc dans la construction d'un hôpital de campagne à Nussérat, donc qui était bâti, développé par AODA, notre partenaire. Et c'était en fait une extension de leur hôpital en dur qu'ils ont à Nussérat, parce que, et beaucoup vous le voyez, mais les hôpitaux dans la bande de Gaza, au fur et à mesure des mois qui passaient, il y en avait de moins en moins qui étaient fonctionnels. Donc ils se posaient la question de pouvoir colmater, j'ai envie de dire, les brèches comme c'est possible, en développant des hôpitaux provisoires, c'est ça, un hôpital de campagne. Et donc, il y a d'autres ONG qui ont participé avec nous, parce que nous, on était un petit peu le petit pousset avec cette somme de 23 000 euros. Il y a des ONG, par exemple, comme l'ONG belge de Viva Salut, qui est une ONG qui est assez proche, j'ai envie de dire, du Parti du travail de Belgique, d'autres ONG européennes. Après, il y a des ONG du Moyen-Orient aussi qui ont contribué à ça. Et ces 23 000 euros-là, alors ça paraît en fait ridicule parce que à quoi ça a servi? Ça a permis d'acheter 12 lits médicalisés. Un lit médicalisé, c'est très cher, c'est quasiment 2 000 euros. Et ces 12 lits médicalisés, ils sont venus équiper cet hôpital de campagne. C'est des petites contributions, mais nous, on fait avec nos moyens. Et c'est malgré tout, voilà, pas négligeable. On a injecté ces fonds vers avril 2024. Donc c'est un hôpital qui compte 90-100 lits avec un département des urgences, un département pour les consultations externes, des services de post-hospitalisation et aussi un service pour les brûlés. Et il a ouvert en fait dans une configuration provisoire en octobre 2024 et dans sa configuration quasiment définitive en janvier 2025. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent retrouver sur notre site internet ou nos réseaux sociaux. Ceux qui regarderont sur YouTube, vous aurez les liens dans la description. Vous inquiétez pas. Et oui, donc ça, c'est ce qu'on a mené en 2024. Donc c'était déjà par rapport à la campagne qu'on avait menée avant les événements de 2023. C'était quelque chose d'un peu plus important. Et on a continué en fait à collecter des fonds. Et à chaque fois, on se rapproche de notre partenaire pour voir, ben voilà, on dit par exemple, là, on a 20 000 euros de disponibles. Sur quel projet on pourrait les engager? Donc en fait, on discute. Après, on signe des conventions de partenariat pour avoir un suivi des fonds, etc. Et en 2025, là, il y a vraiment quelques mois, au mois d'avril, on a commencé à discuter pour engager 25 000 autres euros sur des travaux de rénovation sur leur deuxième hôpital à Oda, qui est situé à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Et c'était des travaux qui étaient destinés à réparer le réseau de gaz de l'hôpital, qui était HS, réparer les générateurs électriques et aussi une passerelle. Et ce qui s'est passé, c'est que au mois de mai, donc nous on a commencé à discuter en avril, notre partenaire nous a transmis des devis, etc. pour montrer voilà ce que ça allait coûter. Là, au mois de mai, il y a eu un siège, c'était pas le premier, de l'armée israélienne sur l'hôpital nord à Jabalia. Et il y a eu une destruction déjà de la réserve, tout ce qu'il y a à la réserve de médicaments de l'hôpital. L'armée israélienne a fait évacuer de force l'hôpital à Jabalia. C'était le 29 mai 2025. Donc en gros, ils sont rentrés dans l'hôpital et ils ont dit au personnel, si vous partez pas, on vous tue. Donc cette fois-ci, ils sont partis. Je dis pourquoi cette fois-ci? Parce qu'ils avaient reçu des ordres d'évacuation sur l'hôpital nord à Jabalia depuis octobre 2023. Ils en ont dû en recevoir 6 ou 7 des ordres d'évacuation. Et à chaque fois, le personnel, il est resté. Et au péril de sa vie.
Mais cette fois-ci, ils sont partis parce qu'en fait, ils ont compris que bah, les Israéliens allaient vraiment les tuer s'ils ne partaient pas. Et ce qui se passe, c'est que c'était le dernier hôpital en service du nord de la bande de Gaza. Et comme vous pouvez le voir, on peut le remarquer dans les actualités, mais aussi par rapport aux déclarations des fascistes israéliens au pouvoir, ils sont en train de vider la bande de Gaza par le nord. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sabotent et ils ferment toutes les infrastructures vitales à partir du nord en descendant vers le sud. Et l'hôpital Aouda de Jabalia, c'était le dernier hôpital encore en activité dans le nord de Gaza. Et donc aujourd'hui, depuis le 29 mai 2025, plus d'hôpital fonctionnel du tout dans le nord de la bande de Gaza, ce qui fait que les habitants, les Gazaouis, les Palestiniens, ils sont obligés de descendre vers le sud. Et le projet que nous, on avait de rénovation de cet hôpital pour aider à rénover, avec du matériel en fait qu'on trouvait souvent sur place, ben, il est ajourné, j'ai envie de dire. Je dis ajourné parce qu'il y a toujours cette volonté de revenir. Aujourd'hui, les populations sont complètement descendues au sud. Là, aujourd'hui, vous avez plus du tout de contact au nord de Gaza. C'est vraiment vide. Où Et- vous avez encore des gens. Oui, en fait, il y a de moins en moins de monde, c'est une Ouais. réalité. Et les équipes de AODA, elles sont pareilles, en fait, elles se sont en partie repliées à partir du centre de la bande de Gaza et dans le sud. Et dans le nord, en fait, ils sont systématiquement chassés. Et il y a plus de toute façon, il n'y a plus d'hôpitaux. Donc, pour les gens, c'est extrêmement difficile de rester. Et c'est vraiment, c'est ce qu'a dit le fasciste Smotrich, hein. Le but, c'est de détruire la bande de Gaza. Et comme ça, les gens, ils vont partir. Et en même temps, Israël a créé ce qu'ils ont appelé l'agence de départ volontaire, là, entre Ouais, guillemets. ouais. Donc forcément, quand il n'y a plus de rien pour se soigner, on peut plus boire, il n'y a plus d'électricité, etc., ben, il y en a qui vont peut-être partir. En tout cas, nous, on est quand même admiratifs des personnels de Aouda. C'est des gens qui ont une combativité incroyable, quoi. Moi, c'est ça qui me marque le plus en étant en contact avec eux, c'est la résilience de nos partenaires, quoi. Ouais, de toute façon, il leur reste que ça, hein, leur capacité de résister. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit solidaire le plus possible et mettre en avant justement bah, le martyr qu'ils sont en train de subir. Mais aussi justement, ce qu'on voulait montrer, tu peux peut-être en dire un mot, ou Myriam, je sais pas, mais leur capacité de résistance, parce qu'il faut pas qu'on les voit justement que comme victimes ou assujettis par le fascisme israélien, comme tu le dis bien, Olivier. Je pense qu'il faut aussi montrer bah, leur capacité de résistance, la manière dont ils tiennent tête, la manière dont ils essayent quand même de faire peuple. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est aussi ce qui permettra de pouvoir tenir et de pouvoir reconstruire le peuple palestinien, qui est en train d'être, comme on disait, détruit totalement par un génocide, mais par une guerre meurtrière. Myriam, toi, peut-être tu as pu le voir quand tu étais en Égypte, justement, avec des camarades palestiniens, la façon dont ils font preuve de résistance, de dignité par rapport à tout ça. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de Palestiniens. Les Palestiniens qui étaient là, c'est des gens qui venaient c'était Palestiniens qui venaient d'ailleurs, quoi. Mais donc, Ouais, c'était des réfugiés. par contre, ça me fait beaucoup penser, il y a ce livre qui s'appelle Un historien à Gaza, le livre de Jean-Pierre Filiou, qui est un historien, politologue, chercheur, et qui a passé un mois en janvier, je pense, entre décembre et janvier, dans la bande de Gaza. Pendant le mois qu'il a passé à Gaza, ce qui l'avait le plus frappé, c'était la résilience. C'est quelqu'un qui connaissait déjà très, très bien le Proche-Orient et il avait passé beaucoup, beaucoup de temps à Gaza, donc c'est avant le 7 octobre, donc c'est un endroit qu'il connaissait vraiment très, très bien. Et il dit, rien ne m'avait préparé à ce que j'ai pu voir à Gaza et je n'ai rien reconnu de tous ces lieux que j'ai arpentés pendant des années. Et il parle beaucoup, beaucoup donc de la résilience des Palestiniens. Et il racontait cette scène donc de cette femme qui fouillait sous les bombes à travers des champs de décombres après avoir vu que 2 de ses enfants étaient morts et qui, portant les enfants qui lui restaient, s'enfouillait vers un endroit où elle pouvait se mettre un peu à l'abri. Et une fois arrivée à cet endroit, elle s'est assise, elle a dit: «Maintenant, je peux enfin pleurer». Donc ça m'avait beaucoup bouleversée comme, je veux dire, cette façon de prendre sur eux chaque fois et de, voilà, de pas craquer, de résister et puis de tenir malgré tout, d'essayer de tenir bon. Et c'est pour ça que notre solidarité, même si elle est vraiment très très légère par rapport à ce qu'il faut pour tenir là-bas, on est obligé de comme tu disais en introduction, hein, Myriam, le silence, c'est Mmh. déjà la complicité.
Voilà, donc pour le chat, bon, nous on a un chat qui est, qui est solidaire du peuple palestinien, voilà, mais on sait que bah, voilà, ne jamais silencier ça, toujours en parler, toujours montrer, toujours mettre en avant, c'est le premier acte de résistance qu'on peut faire nous en Europe en étant anti-impérialiste. Ça paraît pas grand-chose. On en a parlé par exemple pour la flotilla, vous voyez par exemple toute la propagande sur nos ondes radio à la télé pour justement discréditer en disant que c'était une croisière, en disant que c'était que de la com. Bah déjà la com face à un génocide pour que les consciences s'élèvent, c'est le minimum. Je sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus, hein, sur les autres actions que vous pouvez voir, justement la flottille ou des gens comme Rima Hassan, je sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus, et même sur la façon dont la solidarité avec le peuple palestinien est on l'a vu criminalisé, hein, on le sait, il y a quand même, c'est criminalisé en France, bah, en Égypte beaucoup plus, hein, comme tu l'as dit justement par rapport à la marche de juin là, mais aussi la moquerie un peu. On voit aujourd'hui une espèce de moquerie, voire de mépris, comme si ça devait pas nous intéresser ou comme si on faisait semblant d'avoir de l'empathie et de l'humanité envers le peuple palestinien. Et ça, je trouve que c'est encore plus obscène, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Je Vas-y, partage ce que tu Olivier. dis, mais en plus, il y a un mélange un petit peu de. Enfin, c'est un mélange volontaire, mais ce qui se passe, comment on considère les Palestiniens dans les médias et dans une grande partie de la classe politique en France, c'est complètement teinté de racisme. C'est Hmm. pour ça que l'extrême droite, d'ailleurs, prend du plaisir, en fait, à voir le peuple palestinien à se faire génocider. Et quand tu parles du mépris, ouais, c'est ça, en fait, c'est le racisme qui se développe dans l'Occident, mais en France aussi, et qu'on retrouve sur ce qui se passe en Palestine. Et il y a beaucoup de gens qui vont, parce que ce sont des Arabes, et pour une partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux, des musulmans, parce qu'il y a aussi des Palestiniens chrétiens, mais on retrouve vraiment ouais, ce discours méprisant et raciste, en fait. Et on est quand même, de toute façon, on est dans un conflit colonial. On est dans un conflit colonial et on voit dans ce conflit-là, dans nos sociétés occidentales, la survivance vraiment de nos considérations racistes des anciens peuples qu'on a colonisés, en fait. Exactement. Bah, tu fais bien de dire les termes. Et effectivement, je pense on voit là, notamment par rapport à la solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien, qui méritait hein, toute solidarité face à l'agression nationaliste et expansionniste de Poutine. Mais on voit la façon dont, justement, on nous a dit qu'il fallait être solidaire, qu'il fallait accueillir ces gens parce qu'ils étaient blancs, parce qu'ils avaient des voitures comme nous, et la façon dont le racisme se déploie pour qu'on n'ait aucune forme de co-humanité, d'empathie avec le peuple palestinien. Et tu as bien dit les termes, Olivier, c'est un effet vraiment du racisme absolu qui est produit par l'extrême droite, reproduit et aujourd'hui, tu as envie de dire, encouragé par ces derniers. Quoi. Et on voit justement même le Rassemblement national, comment ils sont aujourd'hui à la pointe de l'anti-humanitarisme vis-à-vis du peuple palestinien. Tu voulais dire quelque chose peut-être, Myriam? Non, je voulais dire, rajouter quand tu parlais de regard méprisant, que c'est encore plus que méprisant, c'est carrément déshumanisant, Mm. quoi. Je veux dire, ils sont même plus traités comme des êtres humains. Il y a qu'à voir le décompte des morts, par exemple. Je sais pas, quand il y a trois Israéliens qui meurent, c'est vraiment trois Israéliens. On nous parle d'eux, des individus, de chacun. Et de l'autre côté, c'est au moins une cinquantaine de morts, par exemple. Tu vois, C'est des l'approximation, masses. C'est pas des voilà. individus, quoi. Voilà. Exactement. Pour finir sur votre assaut, une autre action qui est historique chez vous, je crois, qui est un engagement aussi anti-impérialiste, aussi justement contre une forme d'anti-humanité et d'anti-internationalisme que les États occidentaux pratiquent, c'est votre solidarité avec Cuba. Ouais, ben ça, c'est comme ça qu'on avait commencé à travailler l'association là en 2018. Donc là, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est le blocus états-unien contre Cuba depuis le début des années 60. Ce blocus, juste pour expliquer un petit peu aux gens comment ça se passe, c'est pas qu'en fait il n'y a rien qui peut rentrer, mais c'est qu'il y a des mesures des États-Unis qui dissuadent en gros les entreprises du monde entier et les États de commercer avec Cuba. Des petits exemples, mais par exemple, on ne peut pas importer à Cuba quelque chose qui Hein? a au moins 10% de composants américains, états-uniens, c'est interdit. Pareil, les Cubains, ils ne peuvent pas exporter aux États-Unis un produit qui a 10%
de composants cubains. Et j'aime bien peut-être vous connaissez ici, mais Salim Lamrani, il prend souvent cet exemple de dire si une entreprise française, elle veut acheter du sucre pour des yaourts, eh ben, elle ne le fera jamais avec le sucre cubain. Parce que si à un moment, elle veut exporter ses yaourts sur le marché états-unien, eh ben, elle ne pourra pas mettre du sucre cubain dedans. Donc, c'est des mesures comme ça. Pareil, vous avez les bateaux qui accostent à Cuba, ils ne peuvent pas aller dans un port états-unien dans les 180 jours qui suivent. Et tout ça fait qu'en fait, Cuba a en gros un désavantage, quoi qu'ils font. Et les États du monde entier ne veulent pas commercer avec Cuba. Parce que les mesures des États-Unis, elles sont extraterritoriales. C'est-à-dire que la loi américaine, elle s'applique aux entreprises étrangères. Par exemple, si Danone fait du commerce avec Cuba, si Danone demain, après, va sur le marché états-unien, ils vont se retrouver devant les tribunaux américains pour avoir commercé avec Cuba. Et c'est l'extraterritorialité, elle est complètement illégale au regard du droit international et elle plombe Cuba. Mais le problème, c'est que c'est encore la toute-puissance américaine qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui se couchent devant ça, hein, et vous avez même des entreprises françaises qui osent pas commercer, ou vous aviez quelques années, c'était sous la présidence Obama, la BNP qui avait fait des transactions en dollars avec Cuba et qui s'est pris une amende de je ne sais plus combien de milliards de dollars aux États-Unis. Donc ça, c'est le blocus qui se passe à Cuba. Donc nous, ce qu'on a fait en 2018, c'est on voulait un petit peu aider parce que à Cuba, il y a pas mal de pénuries, beaucoup de pénuries avec les problèmes du blocus et aussi des pénuries dans le matériel médical parce que le matériel médical, il est très largement produit par les États-Unis où c'est souvent des brevets états-uniens et en fait, ça prive Cuba de ces technologies-là, quoi. Et nous, on avait commencé en travaillant dans un réseau européen qui s'appelle Medicuba Europe, que certains pourront trouver là, pareil, sur Internet. Et c'est un réseau qui a été développé dans les années 90, à la base par des médecins suisses. Et les années 90, c'était la période spéciale à Cuba, où il y avait des grosses pénuries. Et ces médecins-là, au début, ils faisaient passer des valises avec des composants de rechange pour des pièces dans les hôpitaux, etc. Et dans les années 2000, c'est devenu un réseau plus important avec des projets beaucoup plus gros. Et nous, on s'est inséré avec eux sur des campagnes de solidarité. Notamment, la campagne la plus marquante qu'on avait faite, c'était pendant la période Covid, où on avait participé aux campagnes de Medicuba Europe pour pouvoir acheter, financer des réactifs pour les tests Covid à Cuba, aussi des masques, des gants de protection, etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait à Cuba. Et puis là, on a un autre projet en cours, mais j'en parlerai juste un petit peu derrière peut-être. Ouais, juste, tu disais tout à l'heure sur les embargos et les blocus que font les Américains et qui obligent tous les autres pays occidentaux. On en a entendu parler récemment avec l'Iran, hein, quand Trump a décidé d'empêcher justement les accords de partenariat iranien dans sa première mandature. Il a obligé toutes les entreprises européennes à ne plus travailler avec l'Iran. Et c'est moins visible que des guerres, hein, je dis ça pour le chat, mais c'est des milliers et des milliers à la fin de gens qui meurent, d'enfants qui sont en sous-nutrition, qui ne peuvent pas avoir accès à l'alimentation, au médical, quand on ruine des pays comme ça par leur incapacité d'échange, de partenariat économique. Et c'est des guerres à petit feu qui sont effectivement moins visibles. C'est bien de mettre en avant justement cette solidarité avec le peuple cubain qui n'est pas directement en guerre avec les États-Unis, mais qui est dans une guerre économique. Mais on sait que c'est un pays qui, depuis la révolution castriste de 59, et justement le fait d'avoir repris le pouvoir sur les ressources par rapport au pouvoir qui était détenu à 99%, je ne sais pas s'il y en a qui en ont, 99% par des gens américains. Cuba était détenu sous Batista, etc., à 99% par des capitaux américains. Cette révolution n'est jamais passée et aujourd'hui elle subit un embargo ultra violent qui est responsable de dizaines, voire de centaines de milliers de morts à petit feu sur une période de maintenant presque 70 ans. Donc c'est important de mettre ça en avant. Quand vous voyez les guerres génocidaires, effectivement, ça passe aussi souvent de manière plus latente par ne pas envoyer des bombes, mais empêcher toute forme d'échange avec les autres pays, quoi. Myriam, tu Ouais, voulais peut-être dire... Ouais, vas-y, Olivier. pardon. Ouais, vas-y, Olivier. Ouais, non, et sur le blocus, euh,
il a beaucoup été renforcé aussi là avec, Trump, déjà son premier mandat, mais aussi, ce qu'ils sont en train de faire là, puisque son secrétaire, aux affaires étrangères, c'est Marco Rubio, qui est issu d'une vieille famille, d'origine cubaine, qui est parti au moment de la révolution, en fait, les exploiteurs qui ont été dépossédés, hein, c'est un peu ça. Et donc là, en fait, ils sont en train de mettre en place, ils ont déjà mis en place des nouvelles mesures pour vraiment asphyxier toutes les rentrées d'argent à Cuba. C'est par exemple les remessas, c'est-à-dire les émigrés cubains envoient une partie de leur argent aux familles là-bas. Trump a limité à un plafond extrêmement bas les possibilités de transfert d'argent vers Cuba. Aujourd'hui, c'est aussi la volonté de s'attaquer aux brigades médicales, parce que Cuba a un très bon système de santé avec beaucoup de médecins très formés et il les exporte dans le monde entier. Parfois, les États Rappelle, payent. Par exemple, il y avait des... rappelle Pardon. Olivier que des médecins cubains ont dû venir en Europe pour aider pendant le Covid. C'est un petit peu l'ironie du sort, c'est-à-dire un pays qui est martyrisé par les Occidentaux ont quand même accepté que des médecins cubains viennent les aider pendant le Covid, quoi. C'est absolument catastrophique. Hmm. Exactement, en Italie, ouais, et en Andorre, c'est les 2 pays où il y a eu des médecins cubains. Il y en a eu également, quelques-uns en Guyane, ça on le sait moins, ou Guadeloupe, j'ai un doute sur les 2. Hmm. Mais, ça, c'était en plus des contributions, on va dire, vraiment de Cuba pour aider. Mais il y a parfois, ils peuvent faire, comment dire, payer ces prestations, parce qu'il y a quand même des médecins qui travaillent. Par exemple, il y a un certain nombre d'années, il y avait des programmes où il y avait des ophtalmos cubains qui travaillaient, je crois, au Portugal. Et donc, bah, l'État portugais paye en fait les prestations qui sont faites. Et là, Trump, ce qu'il a dit, c'est que tous les pays qui accueillent du personnel médical cubain vont se retrouver sous le coup de sanctions américaines. Et les exportations des services médicaux cubains, c'est une recette importante. Comme les remessas, et aussi une autre grande recette importante, c'est le tourisme. Et pareil, bah, les États-Unis, leurs possibilités de se déplacer à Cuba sont très restreintes. On n'a pas le droit d'aller pour un motif touristique. Donc c'est vraiment l'idée de les asphyxier. Et là, la situation à Cuba, il y a une crise particulièrement quand même dure en ce moment parce que c'est difficile de faire rentrer de l'argent dans le pays, quoi. Et la situation, elle est compliquée, ouais. Bon, bah, très bien. Donc on voit ben, qu'effectivement bah, les tentacules américaines sont partout pour là où il y a des peuples qui résistent, hein, que ce soit à Cuba, en Palestine, partout où il y a des résistants, tu l'as bien dit, Myriam. Quelle est la suite là du coup pour conclure, Myriam, peut-être sur justement les suites de la marche? Tu as dit que tu avais créé des solidarités internationales. Qu'est-ce qui est prévu d'organiser plutôt une marche, une nouvelle marche, peut-être directement dans les pays occidentaux, parce qu'en Égypte, tu l'as bien rappelé, c'est peut-être compliqué. On en est où du coup par rapport à cette marche annulée de la semaine dernière? Bah, c'est un peu ce qui se passe là à Bruxelles. Il y a une marche qui est partie de Paris le 15 et qui est arrivée donc aujourd'hui. Après, tout le monde n'a pas marché de Paris à Bruxelles. Il y a des gens qui ont rejoint des étapes, mais il y en a quelques-uns qui ont fait quand même à pied Paris-Bruxelles. Et l'idée était d'arriver à Bruxelles donc pour cette réunion, ce matin. Donc ça, c'est une suite un peu c'est vraiment du Caire à Bruxelles, quoi. C'est un peu le même mouvement. Pareil, il y a, je pense, toute la semaine, va y avoir des mobilisations parce que, je pense que jeudi et vendredi surtout, il y aura les chefs d'État qui doivent se réunir pour, finir de trancher toutes ces questions. Donc je pense qu'on va essayer de mettre une pression maximale entre jeudi et vendredi. Et puis il y a bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une flottille de plusieurs centaines de navires qui se Ouais. préparent, et c'est la Malaisie là qui est derrière, ce projet, qui se prépare à partir, donc c'est un Madeleine multiplié par, je sais pas, plusieurs centaines, quoi. Puis il y a la caravane Soumoud aussi avec qui on est en contact et qu'on essaie de reconstruire une action conjointe tous ensemble. Donc voilà, je pense que pour l'instant, tout le monde est rentré un peu abîmé, plus ou moins un peu fatigué, au moins par, ce qu'on a vécu. Les gens de la caravane aussi. Donc je pense qu'on a besoin tous un peu de temps, de réfléchir sur ce qui s'est passé, de tirer des conclusions, de tirer même des leçons sur, peut-être une certaine forme d'impréparation. Finalement, a posteriori, je me dis: «C'était un peu naïf de penser qu'on allait pouvoir descendre comme ça et aller se marcher, à travers le Sinaï, qui est quand même une région militaire, dans un pays qui est lui-même une dictature militaire. Voilà, donc
Donc, essayer de réfléchir un peu sur l'échec relatif et puis recenser nos forces, nos effectifs et reconstruire quelque chose. Je pense que c'est important. Bah, cette naïveté, moi, je trouve que c'est aussi un bon point de départ, c'est-à-dire qu'elle permet aussi de montrer ce que c'est. C'est-à-dire, des fois, quand on est trop chevronné, on est presque des fois cynique parce qu'on s'empêche de faire des choses. Je trouve que c'est une force qu'il faut garder, de se dire on va pouvoir faire des choses qui paraissent impossibles pour des gens. Donc moi, je préférais encourager justement, soyez naïfs, pensez que vous pouvez changer les choses, que la situation va s'améliorer. N'en ayez pas honte, au contraire, c'est ce qui fait que des fois on dépasse les attentes de gens qui pensaient que ce serait impossible, quoi. Voilà, donc Ça provoque la spontanéité du mouvement et de mm, cet élan, voilà, de cet élan, citoyen. très bien. Olivier, un petit mot de la fin en tant que président de Résistance et Solidarité. Ouais, ben, le petit mot de la fin, c'est que bon, nous, on continue d'aider AODA et que si les gens veulent venir dans l'association, nous aider sur tout ce qui est des récoltes de fonds, des initiatives militantes, communiquer sur nos associations, des gens qui ont de l'expérience aussi dans les domaines humanitaires, ils sont le bienvenu. Vous pouvez aussi faire des dons. Notre association, comme on est une association humanitaire, on a des dons qui sont défiscalisés. Et je le dis vraiment, nous, AODA, c'est Israël peut détruire, mais on reconstruira. Nous, on aidera à reconstruire. Et des gens nous ont demandé, mais pourquoi vous construisez les hôpitaux si Israël les détruit? Mais les Palestiniens, c'est ça qu'ils vivent depuis des décennies. Et on sera toujours là pour les aider à reconstruire, parce que ça, c'est leur terre, et ça, on ne s'arrêtera pas. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que sur Cuba, avec les camarades là, de l'assaut, on est en train de travailler une nouvelle campagne. C'est pour envoyer un conteneur de matériel médical. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer, commencer à la rentrée, là, septembre-octobre. Mais on est en discussion, notamment du côté de Santiago de Cuba, pour envoyer un conteneur de matériel médical là-bas, sur une structure médicale précise. Et donc, on communiquera là-dessus, mais on aura besoin de la solidarité de tout le monde pour nous aider à remplir ce conteneur de matériel médical, quoi. Ben, merci beaucoup à tous les deux. J'espère que le chat, ça vous a plu. Essayez de suivre, n'arrêtez pas, continuez d'en parler autour de vous, essayez de relayer quand il y a des campagnes, quand il y a des actions. C'est le minimum qu'on puisse faire. Surtout, justement, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'épuise. Tu viens bien de le dire, Olivier, c'est qu'on soit épuisé de devoir reconstruire. Mais justement, comme l'a dit Myriam, ça renforce notre détermination. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous. Chris, merci beaucoup à toute l'équipe et à toutes les personnes dans le chat. Et on Et lâche sur rien. YouTube, on lâche rien. Et sur Force à YouTube. vous. Force à vous, à Merci. bientôt. Merci. Sarah.